18h, place à l'information et tout de suite les titres présentés par Arnaud Berry-Lolsierder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Badio, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi 28 mai, le désenclavement de la Guyane à nouveau à l'Assemblée nationale. Une journée très mouvementée pour les questions au gouvernement où le député Jean-Victor Castor a rappelé la nécessité de construire des routes et non des pistes. Vous entendrez la réponse de la ministre déléguée aux Outre-mer, une prise de parole qui provoque déjà l'indignation. Et puis renforcement de la coopération franco-brésilienne lors de la visite d'Emmanuel Macron au mois de mars. Les deux pays avaient affiché l'ambition de resserrer leurs relations dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, raison pour laquelle le recteur de l'académie Philippe Dulbecco s'est rendu la semaine dernière à Macapa. Objectif, harmoniser les relations pédagogiques sur l'Oyapock des deux côtés de la frontière. On y revient dès le début de ce journal. Et puis au programme également, nous parlerons cuisine avec cette visite d'élèves en BTS hôtellerie-restauration sur une exploitation agricole. Et puis, la Guyane était présente au salon Vivatex, c'était à Paris, le rendez-vous annuel dédié aux nouvelles technologies. Enfin, en football, focus ce soir sur le gardien de but des Yanadoko, Fei Hong Faham. Son club de l'Hexagone, le Poiré Survie, va monter en National 2. On l'entendra à la fin de ce journal. Voici le 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous. On commence avec cette phrase. Avoir une piste, c'est mieux que de n'avoir aucune route. Lors des questions au gouvernement ce mardi, le député de Guyane, Jean-Victor Castor, a interpellé le gouvernement sur le manque d'infrastructures routières dans l'intérieur du territoire. Après avoir énuméré les différentes annonces faites par l'État dans le passé et plus récemment par le président de la République, Jean-Victor Castor a insisté sur la nécessité de construire de vraies routes et non des pistes comme l'a indiqué Emmanuel Macron lors de son récent déplacement en Guyane. On l'écoute. Vous savez, la Guyane, c'est 7 communes sur 22 qui sont totalement enclavées sans réseau routier. Ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui meurent à cause de l'enclavement. Oui, chers collègues, l'enclavement tue régulièrement dans mon pays, la Guyane. 500 ans de présence française, la France n'a construit que 440 km de route nationale en Guyane. Moins d'1 kilomètre par an. En 2006, M. Estrosi, ministre, avait annoncé que la Guyane pourrait bénéficier et intégrer les 15 grands programmes itinéraires de route nationale. En 2007, la route Belize-Saül a été actée dans le cadre du plan pour le parc national. En 2016, par décret ministériel, vous avez validé le SAR qui intègre le désenclavement de la Guyane. En 2022, le président de la République, M. Macron, a écrit à tous les électeurs de Guyane désenclavement routier de la Guyane. En 2024, lors de son passage, M. Macron, président de la République, annonce à la population guyanaise qu'il va demander au génie militaire de faire une étude pour construire une route en terre pour désenclaver près de 40 000 personnes. Quelle parole peut être crédible ici dans cette assemblée, au sein de ce gouvernement, si le président de la République lui-même ne respecte pas ses engagements? En réponse, Marie Guévenoux, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, a rappelé l'attitude du député lors de la visite présidentielle, faisant la politique de la chaise vide. Puis elle a rappelé les investissements du gouvernement sur les infrastructures routières et l'aérien. Vous le savez mieux que quiconque, la Guyane, c'est un territoire qui est grand comme le Portugal. Pour relier des villes entre elles, ce sont des centaines de kilomètres, vous le savez précisément. Et aujourd'hui, sous les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, c'est 320 millions d'euros qui ont été consacrés au transport et aux aménagements routiers. Il y a deux annonces qu'ont fait le président de la République. La première, c'est de finir la route de Maripasoula à Papayichton. Et la deuxième, c'est celle effectivement de faire en sorte que le génie militaire puisse étudier la possibilité d'avoir une piste, parce que monsieur le député, avoir une piste sur les centaines de kilomètres, c'est mieux qu'avoir aucune route. Et enfin, oui monsieur le député, et en tout cas c'est ce que disent les élus locaux, c'est ce que disent les élus locaux. Et enfin monsieur le député, le désenclavement c'est aussi les transports aériens dans un territoire comme la Guyane. Et là c'est la collectivité territoriale de Guyane qui en a la compétence sur les lignes intérieures. Et le gouvernement de cette République finance à 30% les lignes aériennes de la Guyane. Voilà, monsieur le député. La Guyane intensifie sa coopération éducative avec le Brésil. Philippe Dulbecco, le recteur de l'Académie de Guyane, était en déplacement à Macapa la semaine dernière. Il a rencontré Sandra Casimiro, la secrétaire d'État à l'éducation de l'État de l'Amapa. Objectif, formaliser un accord technique de coopération éducative entre la ville frontière d'Oiapoque pour le Brésil et Saint-Georges côté Guyane. Cet accord reflète la volonté des deux pays d'intensifier et d'harmoniser les dynamiques pédagogiques sur l'Oyapock.
Sauf que le manque de moyens est une réalité de chaque côté de la frontière. Pour le recteur, il faut mutualiser les forces. Il y a des attentes qui sont énormes de l'autre côté du fleuve et qui trouvent un écho avec nos propres attentes. La nécessité d'adapter nos dispositifs éducatifs ici en Guyane. Moi, quand je suis arrivé, je dis on va développer les classes bilingues. Et en particulier, les classes bilingues où il n'y en avait pas du tout. Dans l'Est, classe bilingue français-portugais, ça n'existait pas. Alors que 80% des élèves des écoles élémentaires de Saint-Georges parlent portugais. Aberrant. Pourquoi je suis freiné aujourd'hui ? Parce que je manque d'enseignants. Je pourrais en ouvrir 4-5 fois plus, je manque d'enseignants. De l'autre côté, je rencontre une ministre qui a le même intérêt pour les classes bilingues. Vous m'avez compris ? Les enseignants d'Oyapock viennent faire cours chez nous et vice-versa. Dès la rentrée prochaine, on va intensifier considérablement les classes bilingues des deux côtés du fleuve. Philippe Dulbecco, le recteur de l'Académie de Guyane, était invité hier matin du supplément pays. Il répondait aux questions de Kylian Akwabi. Et du côté de l'AMAPA, même volonté, mais les freins sont également administratifs, explique Sandra Casimiro, la secrétaire d'État chargée à l'éducation de l'AMAPA. Cette coopération va aider à la montée en compétences des professeurs de langue française chez nous. Elle va également faciliter les échanges entre les élèves de l'AMAPA et les élèves de Guyane et pour nous c'est extrêmement positif. Pouvoir partager nos expériences pédagogiques entre les deux territoires. Alors, il se peut que la question des visas pose une difficulté pour la mobilité de nos professeurs et de nos élèves. Nous avons abordé le sujet avec le recteur, une conversation qui a été constructive. Nous sommes convaincus que les accords signés entre le président Lula et le président Macron faciliteront le dialogue de chaque côté de la frontière. Traduction et sujet préparé par Alice Hartmann. Un navire sur une amie dérouté pour une action de pêche illégale. Ça s'est passé le 15 mai dernier au large de Sinnamary. Un bateau de pêche sans pavillon a été intercepté par le patrouilleur des forces armées. Le navire a été dérouté vers le port du Larivot, puis détruit sur instruction du juge des libertés et de la détention. Le capitaine a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Bilan des saisies, 1 tonne de poissons et 5 km de filets. C'est le premier déroutement opéré dans l'ouest guyanais depuis de nombreuses années, a communiqué hier la préfecture. En reste en mer, Arnaud, bien sûr, avec 2 tonnes de cocaïne saisies au large de la Martinique. La drogue a été interceptée sur un navire de pêche vénézuélien au nord-est de la Martinique, selon les forces armées aux Antilles. 2 tonnes 4 précisément de cocaïne répartie en plus de 80 ballots ont été saisis par la marine française. Les membres d'équipage et leur cargaison ont été remis en mer aux autorités vénézuéliennes. Cette 7e saisie de l'année porte le bilan provisoire à plus de 12 tonnes de produits stupéfiants retirés des réseaux de distribution. 18h10 sur Radio Pays, la suite du journal présenté par Arnaud Berry-Lol, Sir des élèves du BTS Hôtellerie et Restauration au lycée Melchior Égaré visite une exploitation agricole. Ouais, les 10 étudiants de la filière ont réalisé cette excursion vendredi après-midi dans le domaine agricole de Wayabo à Kourou. Une visite qui s'est faite dans le cadre de l'événement de la terre à l'assiette en Guyane qui a lieu chez nous depuis la semaine dernière. L'objectif pour les élèves était qu'ils prennent conscience que beaucoup de produits sont cultivés en Guyane et qu'il est essentiel de travailler avec les agriculteurs pour développer les circuits courts. Reportage d'Étienne Cornec. Et là, il va commencer à faire des fleurs et puis après il va commencer à faire des fruits. Solange Yatchou montre une plantation de courgettes sous une serre aux élèves. L'agricultrice gérante de l'exploitation de Wayabo à Kourou veut montrer que tout peut se cultiver en Guyane et qu'il est important de travailler avec les agriculteurs. C'est toujours bien de travailler avec des agriculteurs pour avoir des produits locaux pour amener à l'assiette. De faire comprendre que de la terre à l'assiette, il y a au moins beaucoup de travail pour amener le fruit ou légumes à l'assiette. Un message qu'a bien compris Daoumou Toussami, 20 ans en classe de BTS Hôtellerie-Restauration au lycée Melchior Égaré. Souvent on achète en gros, on se dit que ça coûte cher, des produits de bonne qualité. Et effectivement, comme madame nous expliquait, le bio c'est pas forcément joli. Donc il faudrait qu'on prenne l'habitude de ça. Pour tout ça, ça me permet de mieux comprendre les prix pour pouvoir avoir des relations plus saines, plus avec les agriculteurs avec lesquels il faut qu'on aille en contact, évidemment, dans l'hôtellerie-restauration. Ça m'a permis de comprendre les réalités de l'agriculture. Poivrons, melons, mandarines font partie des fruits cultivés par Solange Yatchou sur une surface de 60 mètres carrés. De quoi donner des idées de plats à cuisiner 100% local à Yasmina Dumont, autre élève du BTS.
Dans un premier temps, moi personnellement, je déteste les légumes et c'est une idée de savoir que les légumes peuvent se travailler à côté de la maison et donc du coup ça permet d'expérimenter, même si on n'apprécie pas les choses, d'essayer de se faire aimer des produits qui viennent de chez nous. L'agricultrice de l'exploitation de Wayabo cultive des produits à certaines périodes de l'année. C'est ce que Loïc Clamaran, professeur de cuisine au lycée Melchior-Garé, voulait faire comprendre aux élèves à travers cette visite. Dans les notions de cours, c'est utiliser les produits de saison. Et c'est vrai que là, il pleut beaucoup, donc il y a certains produits qu'on n'a pas, qui sont pas de saison. Et effectivement, de se retourner sur les produits qu'il y a. Et puis s'il n'y a pas de citron, on en prend moins. On trouve un produit de substitution et ne pas en tous les cas prendre ceux qui viennent des pays voisins. D'autant que la plupart des étudiants n'ont pas grandi à la campagne, selon Laurent Redlinger, professeur en technique de service en salle. La saisonnalité fait partie des choses qu'on doit leur inculquer. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a une grosse partie de nos étudiants sont des citadins. Ils connaissent pas d'où viennent le produit réellement, le légume qui arrive en cuisine après la commande. Ils connaissent pas forcément son origine. Et c'est aussi intéressant de le connaître et de connaître toutes ces notions de proximité, de saisonnalité. C'est quelque chose qui nous paraît primordial. Ah d'accord. À la fin de l'excursion, Solange Yatchou a donné des poivrons et des ananas aux étudiants. Des aliments qui vont cuisiner en cours. Je vais aller ramasser quelques-uns encore. Merci madame. L'innovation guyanaise représentée au salon Vivatech. Ouais, c'est le salon de référence en France dédié aux nouvelles technologies pour l'édition 2024 de Vivatech qui s'est tenue du 22 au 25 mai. Les entreprises présentes se sont focalisées sur la représentation de technologies et la Guyane était présente avec GDI en partenariat avec la CCI de Guyane, la French Tech Guyane et l'université avec son institut amazonien de la biodiversité et de l'innovation durable. 2 startups guyanaises ont également été invitées, à savoir Biostratège et l'application Leila. La Guyane a beaucoup à offrir dans l'innovation verte, explique Mariana Royer, la fondatrice de Biostratège. Vivatech, c'est important d'être présent pour représenter l'innovation, la technologie ultramarine, guyanaise, martiniquaise, guadeloupéenne, réunionnaise. On est tous réunis sur ce stand pour démontrer que la tech, c'est aussi en Outre-mer, que les fonds d'investissement doivent s'intéresser à cette innovation, que nous sommes des terres d'avenir pour la France et l'Europe. La Guyane a beaucoup à offrir, c'est une terre encore qui est en plein développement, qui a une population hyper dynamique, hyper jeune et qui a beaucoup d'idées et qui est à la pointe de l'innovation et notamment l'innovation verte. Et je pense que dans cette urgence climatique, dans cette urgence de transition, on peut amener énormément de solutions. Donc venez nous voir. On a besoin que les fonds d'investissement investissent en Guyane, investissent en Outre-mer. Mariana Royer, la fondatrice de Biostratège, elle répondait à Maurice Cessé d'Outre-mer News. Et puis le salon a fermé ses portes samedi. Bilan près de 165 000 visiteurs pour sa 8e édition à Paris. Un niveau de fréquentation en hausse de 10% sur un an, ont indiqué les organisateurs. Une nouvelle solution de traitement de l'eau est testée à Saint-Laurent-du-Maroni. Un système de filtration pour récupérer l'eau du Maroni au niveau de Saint-Jean. Le projet est porté par l'Office de l'eau, l'ARS Guyane, la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, la SGDE et l'entreprise Innovaya. Cette unité de traitement des eaux qui tient dans un conteneur a été installée la semaine dernière et la phase d'expérimentation de ce dispositif va durer 1 an. Durant ce laps de temps, l'eau traitée sera analysée mais ne sera pas distribuée aux usagers. Si les tests s'avèrent concluants, l'unité sera cédée à la commune de Grand-Santi qui souhaite répondre à la demande en eau potable dans certains de ses écarts. La Croix-Rouge a démarré sa quête nationale. Les dons récoltés l'aideront à financer ses actions bénévoles et les salariés. Des volontaires s'installeront ces prochains jours, notamment sur les marchés de Cayenne, Rémière-Montjoly, Matoury-Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni, les jours de marché. Et puis dans les supermarchés également. L'association fête donc cette année ses 160 ans d'existence. On va parler football maintenant avec Feyong Pham et son club qui monte en National 2. Le francilien d'origine guyanaise a enchaîné cette saison les prestations de haut niveau. Également gardien de but des Yana Doko, il s'était notamment fait remarquer il y a 2 mois pour sa première sélection lors de la rencontre entre Guyane et Haïti. Son club actuel, le Poiré-sur-Vie en Vendée, évoluait jusqu'à présent en National 3. Ils joueront l'an prochain en National 2 après une saison incroyable sportivement selon le gardien de but. On l'écoute.
Là, c'est la fin de saison. Avec mon club, donc le Poiret Survie, on a fini champion de National 3 cette année, et ainsi que champion de Régional 2. La R2 est promue en Régional 1 l'année prochaine. La National 3 est promue en National 2 l'année prochaine. Ça a été une saison incroyable sportivement parce qu'on a eu des bons résultats et on fait monter du coup les 2 équipes seniors au-dessus. Le projet sportif en club a été atteint cette année, donc la montée en National 2. Ça sera un championnat compliqué l'année prochaine puisque ça passe à 3 poules de National 2 l'année prochaine, 3 poules de 16 équipes. Il y aura des longs déplacements, ça sera une longue année avec 30 matchs dans l'année. Donc ça sera une saison, je pense, assez difficile, assez longue. Donc il faudra s'adapter. Par rapport à mes projets personnels, moi j'ai des objectifs qui me servent à travailler tous les jours, à avoir de l'ambition pour pouvoir aller plus haut. Fait homme-femme, il répondait aux questions de Linné Berthier. Et puis le festival de documentaire Les Révoltés du Monde n'a pas encore pris fin. Après une projection de film la semaine dernière au cinéma Eldorado, la version hors les murs du festival va sillonner plusieurs communes du territoire. Il va même se rendre auprès des détenus au centre pénitentiaire de Rémire. Première projection ce soir à 19h. C'est au théâtre de Macouria pour le film La lumière des femmes. Et on termine en Haïti, la situation est alarmante selon Médecins sans frontières. 20% des structures de santé marchent normalement, mais les quelques structures sanitaires qui fonctionnent sont en capacité très réduite à cause de l'insécurité et du manque de ressources financières. Depuis plus de 2 mois, l'ONG n'a pas pu importer de médicaments. Médecins sans frontières a donc lancé un appel pour faciliter l'acheminement de matériel médical à la population. En mars et avril, 870 blessés par balle ont été soignés par l'ONG, majoritairement des civils qui attrapent des projectiles ou des balles perdues. Et voilà, c'était le 18h présenté par Arnaud Béhari, LOL Sirder pour le reste de l'actualité, Arnaud. Eh bien, l'actualité continue sur les réseaux sociaux et sur le site internet de Radio Pays. Et puis en radio, ce sera dès 5h du matin avec Victor Zamit pour la tranche matinale. Et puis quant à nous, Badio, on se retrouve à 13h et 18h demain.